Ma mère m'a interdit de me marier. Elle n'a pas crié, elle n'a pas supplié avec des images dramatiques, elle s'est contentée de poser sa tasse, de me regarder comme on regarde une équation qu'on sait mal poser, et de dire « ne l'épouse pas ». C'était une phrase simple, directe, et je l'ai prise pour de la peur. Peur que je ne sois pas prêt, peur qu'on me blesse. J'enseignais le calcul différentiel. Je croyais que tout se résumait à des variables et des solutions. J'avais tort, mais pas pour les raisons qu'elle imaginait. Je me souviens encore de la cuisine de ma mère ce matin-là. Le soleil filtrait par la petite fenêtre, le marc de café sur le comptoir, sa voix qui d'habitude se gardait de juger, qui cette fois-là était ferme comme une règle. Elle n'a pas dit « elle est mauvaise », elle n'a pas prononcé de nom. Elle a dit « méfie-toi de ce que l'on ne montre pas ». J'ai souri, j'ai ri presque, on rit facilement devant ce qui nous inquiète, et j'ai pris ça pour un dernier avertissement de mère protectrice. Nous étions jeunes, amoureux, convaincus que l'avenir s'alignerait comme une série d'équations réussies. Promotion, voyage, peut-être un enfant. Victoria avait ce quelque chose d'efficient, d'optimisé, qui rassurait, une agente immobilière qui savait vendre une vision. J'ai choisi d'ignorer l'alarme. Les premières années, tout était presque banalement heureux. Un 2 pièces qu'on avait retapé, des meubles d'occasion, des dimanches à préparer une soupe en regardant des documentaires sur l'histoire des mathématiques. Nous parlions d'investir, de changer d'appartement, de cet appartement avec vue qu'elle m'avait fait imaginer un soir d'hiver. Je donnais des cours et corrigeais des copies tard le soir. Elle traçait des plans sur son ordinateur. Juste pour voir, disait-elle. Elle était généreuse en apparence. Cadeaux imprévus, dîner plus élégant qu'il ne le fallait, une carte de crédit qui semblait supporter plus que notre niveau de vie réel. On glissait vers le confort, pas encore vers l'aisance, mais assez pour croire qu'on se rapprochait d'un rêve. Les signes, quand on les cherche après, paraissent évidents. À l'époque, ils étaient des anomalies discrètes dans une ligne de calcul que l'on préfère oublier. Des rendez-vous professionnels offerts en dernier instant et acceptés avec une certaine nervosité, des commentaires évasifs sur des réunions avec des partenaires dont les noms ne me disaient rien, des pantalons neufs qui n'avaient pas l'air d'avoir été payés au distributeur du coin. Elle s'excusait, inventait des heures supplémentaires, citait des clients exigeants. Je mettais ça sur le compte de son ambition, sur la nécessité d'avancer vite dans un métier instable. Parfois, j'avais ce sentiment flou, mathématicien maladroit, que des variables n'avaient pas été incluses. Un reçu oublié dans une poche de veste qu'elle ne portait jamais. Une signature sur un papier que je n'avais pas signé, mais qui portait notre nom commun. Des choses qui se justifiaient facilement. Je t'ai remboursé ça, je t'ai dit. C'était pour le boulot. L'amour a ce pouvoir de normaliser l'irrégulier. Il ramène chaque incertitude à l'état neutre, une erreur humaine. Ma mère, elle, dans sa simplicité, avait vu un pattern et l'avait nommé précisément. Fais attention à la façon dont on dépense pour les apparences. Nous avons fêté l'anniversaire de notre 7e année de mariage au Sterling Hawk, un steakhouse que Victoria aimait pour son bois sombre et son piano discret. Je me souviens du tissu du fauteuil, du cliquetis de verre, du soleil couchant qui s'accrochait au verre à vin. J'avais réservé une table dans l'angle, pensant que l'intimité ferait monter la soirée. Victoria portait une robe dont la coupe flottante trahissait une dépense récente. Elle était belle sous la lumière, plus sûre, plus brillante qu'à la maison. Elle était souriante, attentive au serveur, mais parfois ses yeux se perdaient. J'ai pris un martini, elle a choisi un verre de vin blanc. Nous avons parlé de choses ordinaires, d'une conférence, d'un voisin qui déménageait, du checker de notre immeuble. C'est là que Sophie est entrée dans l'histoire. Sophie était jeune, brune, avec un sourire qui ne cachait pas la fatigue. Elle était la serveuse qui avait dessiné ce soir-là la scène dont je me souviendrai toujours. Elle s'est approchée, a pris commande, est revenue avec des gestes précis. Puis, après avoir déposé le plateau, elle a posé une serviette, pliée d'une manière presque cérémonieuse, à côté des assiettes. Rien d'étrange à cela, sauf que la serviette n'était pas la serviette habituelle. Elle était une serviette usée, et sur son intérieur, à l'encre, il y avait des mots. J'ai gardé ma voix calme. C'est une habitude quand je prends la parole devant une classe remplie d'étudiants. On m'entend, on m'écoute. Mais dans cette bouche, la parole refusait de se former. Sophie s'est penchée, a murmuré « Excusez-moi, monsieur, je pense que vous devriez voir ça ». Son regard avait une hésitation qui n'était pas de la curiosité. C'était de la peur et de la détermination mêlées. Elle savait que ce qu'elle offrait pouvait changer des vies. Je ne savais pas encore à quel point. Sur la serviette, des annotations. Des noms, des dates, des lieux et des montants. Des transferts, des rencontres qui se répétaient. Des lieux qui revenaient comme des repères sur une feuille de calcul. Le nom Richard apparaissait plusieurs fois, associé à des chiffres qui semblaient représenter des sommes. Il y avait une adresse électronique, un numéro de téléphone. Et, coincé dans le pli, une petite clé USB noire. Ma première réaction a été de nier ce que mes yeux lisaient. J'ai essayé de rendre les chiffres flous, de les confondre avec une erreur.
Mais c'était tangible, des captures d'écran, des tableurs, des photos. J'ai pris la clé avec des doigts qui ne me semblaient plus les miens. Sophie m'a dit, presque en chuchotant, qu'elle travaillait depuis longtemps au Sterling Hawk et qu'elle avait vu 2 personnes se rencontrer parfois. Elle avait noté, sans en parler, parce que son travail l'obligeait à observer, mais rarement à intervenir. Ce soir-là, l'un de ses papiers avait glissé de la poche d'une veste posée sur un tabouret, où quelque chose l'avait rendue trop curieuse pour rester silencieuse. Elle n'était pas une héroïne née, elle était une serveuse qui avait décidé qu'un détail l'emportait sur la peur du regard. Je suis allée aux toilettes en faisant semblant d'avoir besoin d'air. La clé m'a semblé lourde comme une vérité. Dans le miroir, je ne me reconnaissais plus. Pas physiquement, mais dans l'évidence d'une ligne de calcul qui ne collait plus. Dans la cabine, j'ai branché la clé sur l'écran de mon téléphone. Des dossiers, des PDF, des photos. Il y avait un tableau de transfert, des captures de conversation, des noms de sociétés écrites d'une main qui ressemblait à la sienne sur certains documents. Une photo montrait Victoria en compagnie de Richard, leur attitude trop familière pour se justifier par un simple réseau professionnel. Les montants faisaient tourner ma tête. 340 000 $ sur une série de comptes, 127 000 $ apparaissant comme un versement vers un compte inconnu. Des contrats signés, des promesses de transfert. Rien n'était présenté avec grandiloquence. Tout était froid, prosaïque, des colonnes, des dates, des colonnes de chiffres qui, comme des témoins muets, disaient plus que les mots. Je suis restée longuement dans cette petite pièce. Les sons du restaurant me parvenaient assourdis, le cliquetinet couvert, le rire d'un couple à 3 tables, les notes feutrées du piano. Chaque son me ramenait à la vie quotidienne que je reconnaissais et que je sentais se disloquer. Je me suis demandé pourquoi elle l'aurait fait. Était-ce de la cupidité, une opportunité professionnelle qui avait dérapé, une relation parallèle où l'argent servait d'outil? Je n'avais pas encore des réponses. J'avais des indices, des chiffres, une image qui bourdonnait. Je suis revenue à table avec un calme que je me suis forcée à montrer. Sophie m'a effleuré le bras en passant, comme pour s'assurer que j'allais garder le secret tant que j'en déciderais. Victoria a souri, n'ayant rien vu. Nous avons terminé le dîner dans la politesse. À la sortie, j'ai laissé un pourboire plus généreux que d'habitude. Les gestes n'avaient plus la même légèreté, ils étaient des pièces d'un jeu que je découvrais. De retour chez moi, j'ai installé la clé sur mon ordinateur, bloquant la porte comme si une précaution maternelle avait imposé cette habitude simple, verrouiller l'espace quand quelque chose de fragile va être observé. Les fichiers étaient là, ordonnés comme la preuve d'un raisonnement criminel ou d'une dissipation financière organisée. Il y avait des factures au nom de sociétés écrans, des virements vers des comptes qui n'apparaissaient pas sur nos relevés communs et des correspondances qui liaient les noms de Victoria et de Richard. Mais entre l'ombre de la suspicion et la certitude, il y avait encore des questions. Signature falsifiée ou consentement? Avantages financiers directs ou promesse d'un futur à 2? Les documents mélangeaient les deux. Je ne l'ai pas affronté ce soir-là. Il aurait été trop violent, téméraire. J'ai passé la nuit à relire des pages, à recouper des éléments, à noter des dates dans un carnet. L'observateur mathématicien en moi a commencé à dresser des hypothèses, à tracer des liens. Si une somme a été transférée le 12 mars, sur quel compte a-t-elle atterri? Si une réservation a eu lieu au nom de Four Collins Investments, cette entité est-elle réelle? Google, email, appel, chaque tentative de réponse soulevait d'autres questions. Je me suis réveillée le lendemain avec une fatigue qui n'était pas seulement physique. J'ai pris le café, comme si les routines pourraient masquer les fissures. Ma mère m'a téléphoné. Elle voulait savoir comment se passait l'anniversaire. J'ai entendu son hésitation quand j'ai parlé. J'ai senti que je n'étais pas le même. Elle ne m'a pas répété son avertissement. Elle l'avait déjà dit. Mais il y avait une vigilance dans sa voix qui m'a confortée plus que je ne l'admets. Si j'avais suivi son conseil, tout cela se serait peut-être arrangé différemment. Ou peut-être se serait cela simplement passé autrement. La vérité, pour l'instant, était que j'avais devant moi une série de chiffres et le vide des conversations honnêtes. J'ai appelé Cassandra Martinez. Je ne connaissais pas Cassandra d'avant. C'était une recommandation. Une avocate spécialisée que m'avait indiqué un collègue d'université qui, à son retour d'une conférence sur la fraude, avait croisé son nom. Cassandra a une voix posée et une façon de parler qui découple les problèmes en étapes. Analyse, option, risque. Dans le cabinet, elle m'a demandé de tout apporter, de ne rien laisser au hasard. Sa première question fut simple. Voulez-vous d'abord confronter Victoria ou sécuriser les preuves? La question portait déjà un jugement implicite. Face à une possible dissipation d'actifs, le temps est l'ennemi. Cassandra a expliqué, sans jargon inutile, ce que signifiait engager une procédure préventive. Elle a évoqué la possibilité d'une demande en référé pour obtenir un gel des actifs en cas d'urgence démontrable. Si nous pouvions prouver qu'il y avait un risque que des fonds disparaissent ou que des remboursements soient sabotés, un juge pouvait, dans des délais courts, ordonner des mesures conservatoires.
Elle a parlé d'un audit judiciaire comme d'un outil permettant de suivre l'argent, de remonter la chaîne des transferts. Et puis, elle m'a dit un fait que je n'avais pas envie d'entendre. Toute procédure prenait du temps, écoutait. Il fallait agir vite, mais aussi agir proprement. Les preuves devaient être triées, datées, mises en relation. J'ai montré la clé USB à Cassandra. Elle a été brève en l'ouvrant. Ce sont des pièces, pas une condamnation. Mais ce sont de bonnes pièces si elles sont corroborées. Elle a prononcé les mots « mesure conservatoire » et « référé » avec la même neutralité qu'avec laquelle un professeur récite un théorème. J'ai senti la colère monter, mais Cassandra m'a demandé de la contenir pour ne pas compromettre l'argumentation. Elle a appelé Michael Torres, un enquêteur financier qu'elle connaissait. Michael arrive avec son propre langage. Il parle de flux, de comptes intermédiaires, d'offshore possibles, et il a une façon de regarder un tableau Excel qui rend les chiffres moins mystérieux. Les premières 48 heures sont cruciales, m'a-t-il dit. Si vous laissez le temps à quelqu'un de déplacer de l'argent, vous perdez le levier. Je sortais de ces réunions avec une carte mentale d'actions possibles et une peur sourde d'avoir été jusqu'ici naïve. Mais il y avait autre chose, une énergie. Ce n'était pas une soif de vengeance, c'était une volonté de rendre les choses visibles, de remettre l'équilibre. La voix de ma mère, dans tout cela, prenait une autre couleur. Ce n'était pas la voix d'une emmerdeuse protectrice, c'était l'alarme d'une personne qui voyait des motifs avant moi. Avant même que nous ayons structuré une stratégie, j'ai voulu parler à Victoria. Parler, pas crier. Elle a ri, d'un rire qui m'a semblé trop rapide. « Tu fais des mathématiques, Paul, pas des scénarios », a-t-elle dit, comme si tout ce que je venais de montrer pouvait être réduit à une mauvaise interprétation. Elle a suggéré que la clé était un mélange d'anciens documents et d'erreurs de présentation. Elle a promis de m'expliquer tout cela. Sa voix, quand elle me parlait, n'était pas coupable, mais persuasive. J'ai senti que la confrontation directe risquait de me laisser sans preuve concrète si elle prenait le temps de nettoyer ce qui pouvait l'être. Alors nous avons pris du recul, en apparence, pour mieux agir. Cassandra m'a conseillé de ne rien effacer de mon côté, de sécuriser les copies des fichiers, de noter les conversations. Michael a commencé à tracer les premiers flux. Il parlait de sociétés écran et de comptes intermédiaires. Il parlait de Fort Collins, un nom qui revenait dans les fichiers et qu'il voulait investiguer. Il a évoqué aussi la possibilité d'une pression sur des tiers, partenaires commerciaux, banques, les avocats qui signent sans regarder. Il y a toujours un maillon faible, m'a-t-il dit, ou quelqu'un qui cédera sous la pression d'une injonction. Je me souviens de ces heures comme d'un montage de détails froids, le café trop amer du matin, des captures d'écran imprimées par Cassandra, la photo de Victoria et Richard recadrée, la mention répétée de Fort Collins Investment. Ce nom revenait comme un ruban rouge autour d'un paquet. J'ai essayé d'imaginer Richard. Qui était-il? Un homme d'affaires avenant, un associé? Les messages laissaient entendre une proximité qu'on ne peut plus qualifier de purement professionnelle. Mais, encore une fois, il manquait la pièce qui transformait la supposition en fait. Des ordres de transfert signés, des comptes clairement liés, une chaîne de propriété. Cela, Michael s'était engagé à la trouver. C'est à ce moment-là que le tissu du quotidien a commencé à se tendre. J'ai reçu un message vocal que je n'attendais pas. Un message pour Victoria, d'un numéro inconnu. On y devinait une voix de milieu d'affaires pressée, un échange sec, la mention d'une échéance. J'aurais voulu écouter plus, mais la voix n'était pas pour moi. J'ai senti la trahison s'approfondir. Ce n'était plus seulement de l'argent, c'était un réseau que j'avais ignoré. J'ai pensé à ma mère, encore une fois, et à la simplicité de son conseil. Et pour la première fois, la colère n'était pas l'étincelle principale, c'était l'urgence de faire ce qu'il fallait. La nécessité d'appeler des témoins, de dresser des preuves, d'empêcher que des sommes disparaissent. Sophie m'avait dit qu'elle voulait garder l'anonymat. Elle était revenue au restaurant depuis. Elle m'avait livré un autre détail, un reçu griffonné pour un déjeuner à 300 $, payé en liquide entre Victoria et R.A. Elle semblait vouloir aider sans entrer dans la tourmente. Mon père est malade, m'a-t-elle confié en me tendant son dernier horaire, et je n'ai pas besoin de problème, mais je n'ai pas pu le laisser passer. Sa modestie m'a semblé Nieuçon. Une serveuse, avec ses modestes moyens, devenait la détente d'une chaîne qui menaçait d'engloutir notre vie. Les jours suivants ont été un mélange d'attente et d'action. Michael traçait des lignes, Cassandra préparait une stratégie. J'avais appris suffisamment pour savoir qu'une requête en référé ne se dépose pas à la légère. Il faut démontrer un risque imminent et des éléments probants. Et pourtant, j'étais conscient que l'inaction pouvait être pire. Un transfert de 340 000 $ pouvait être déplacé en quelques heures par des gens au courant des circuits. La possibilité, même l'hypothèse que 127 000 $ aient été dirigés vers un compte personnel, me rendait malade. La pression a commencé à se faire sentir de deux côtés. D'un côté, la nécessité de rassembler la documentation et de ne rien laisser fuiter. De l'autre, les regards, petits écrans qui commencent à se tourner. J'ai senti les collègues à l'université remarquer mon distraction.
Victoria, dans des conversations de plus en plus soigneusement cadrées, parlait d'un projet Fort Collins, comme d'une opportunité en or. Quand je prononçais le nom, elle le corrigeait d'un sourire. « C'est juste une piste, Paul. Rien n'est signé. » Une nuit, après une journée de réunion, j'ai pris mon carnet et j'ai écrit la liste des scénarios possibles. Erreur administrative, investissement mal présenté, détournement volontaire, fraude organisée. J'ai décidé que le seul moyen d'avancer était d'être méthodique, conserver, documenter, identifier. Et j'ai pensé à ma mère, encore, à sa façon sèche et protectrice de recadrer la réalité. Elle m'avait interdit de me marier pour une raison, mais l'interdiction, je le comprenais maintenant, n'était jamais une condamnation, c'était une main tendue vers la prudence. C'est à ce moment, dans le brouillard entre l'indignation et la lucidité, que Michael m'a appelé pour dire qu'il avait découvert un mouvement inhabituel lié à Fort Collins Investment, un intermédiaire susceptible de transférer des fonds vers une autre juridiction. Il a évoqué la possibilité de comptes offshore et la nécessité d'une action rapide. Cassandra m'a demandé si j'étais prêt à autoriser des démarches immédiates pour tracer ces flux. Je sentais la peur, oui, mais aussi une sorte de clarté. Les mathématiques m'avaient toujours appris une chose. Chaque problème, si on l'approche correctement, a une méthode. J'ai accepté. Ce que je n'avais pas accepté, à ce stade, c'était le prix émotionnel. Je n'avais pas imaginé que l'enquête me ferait entendre des murmures de conversation, lire des extraits de textos, voir des images qui me donneraient le vertige. Je n'avais pas imaginé les nuits blanches à relier des colonnes, la façon dont chaque petite découverte devenait un couteau. Mais je suis allée de l'avant, parce que pour la première fois depuis longtemps, l'avertissement de ma mère ne me semblait pas prématuré, il me semblait salvateur. Dans la pause qui a suivi cette décision, je me suis surpris à appeler ma mère. J'avais besoin de sa voix, de sa façon d'ordonner les choses. Elle m'a écoutée, sans surprise, mais sans complaisance. « Tu as enfin décidé d'écouter », m'a-t-elle dit. C'était comme si, à travers ces mots, elle me donnait la permission de regretter et d'agir en même temps. Sa présence, même seulement vocale, m'a rendu plus calme. Et puis, juste avant que nous ne lancions officiellement la première série de démarches, un nouveau détail est apparu. Un email intercepté, partiellement effacé, mais qui laissait entrevoir que Victoria et Richard avaient discuté d'une séparation planifiée. Un terme qui, mal interprété, pourrait simplement désigner une stratégie d'affaires, mais dont la corrélation avec les transferts avait désormais une sonorité différente. J'ai senti la pièce se resserrer. Les choses prenaient une direction que je n'avais pas anticipée. Je me suis trouvée, pour la première fois depuis le début, assis au bord d'un précipice émotionnel. J'avais en main des indices sérieux, des ressources pour agir, des alliés compétents. Mais je n'avais pas encore la certitude totale, la condamnation judiciaire. Ce vide, entre la suspicion et la preuve, est terrifiant. C'est un endroit où l'on doit choisir, avancer en risquant d'aimer mal, ou reculer en prenant le risque de perdre tout ce qui, jusqu'ici, était construit. Je me suis levée. J'ai regardé par la fenêtre la ville qui continuait sa vie. Voitures, lumière, personnes qui ne savent pas que sous les toits d'un appartement, des vies se jouent et se défont. J'ai pensé que je n'étais plus l'homme qui croyait pouvoir résoudre tout par les chiffres seuls. J'étais devenue quelqu'un qui devait affronter l'incertitude avec des outils nouveaux. L'avocat, l'enquêteur, le témoignage d'une serveuse. La force tranquille de ma mère avait été le premier instrument. La réalité, désormais, exigeait plus. La suite allait demander froid, procédure, patience et une forme de courage que je ne me connaissais pas encore. J'ai fermé le carnet. J'ai préparé des copies des fichiers. J'ai envoyé un message discret à Sophie pour la remercier et pour lui dire de rester prudente. Et, au fond, comme on dit dans les milieux que je fréquentais, j'ai commencé à recalculer ma vie. Si cette histoire vous parle, abonnez-vous, je vous raconterai exactement comment j'ai riposté. J'ai signé l'autorisation. Ce n'était pas un acte dramatique, pas une déclaration de guerre, c'était une formalité froide et nécessaire. Cassandra m'a demandé d'abord de lui laisser tout, copie, original, mot de passe, brouillon de mail, capture d'écran. Elle a tout catalogué, comme un professeur qui classe ses notes avant un examen. Michael a commencé par demander l'accès aux relevés bancaires que nous possédions en commun et a posé une série de demandes plus techniques. Relevés intermédiaires, log de messagerie, historique des paiements par carte et surtout des pistes vers Fort Collins Investment. Il a lancé des requêtes auprès des banques, des lettres d'alerte aux agents de transfert. Il m'a expliqué, en termes que je pouvais comprendre, comment fonctionnait une chaîne de paiement. Souvent, il y a des comptes tampons, des sociétés intermédiaires dont le rôle est d'absoudre le transfert de sa traçabilité. Les premiers jours, ils sont encore manipulables. Passé un certain seuil, c'est comme si l'argent avait franchi une frontière sans douane. Nous avons déposé la requête en référé le 3e matin après le dîner.
Cassandra avait monté le dossier en une nuit, rapprochant les éléments, la serviette, la clé USB, le tableau des transferts et les messages interceptés. Dans une demande en référé, ce que l'on demande au juge n'est pas la condamnation finale, mais une mesure provisoire, un gel des actifs, parfois une interdiction de vendre des biens, et la nomination d'un administrateur pour un audit judiciaire si le juge l'accepte. Elle a expliqué tout cela au juge comme on expose un théorème. Hypothèse, démonstration, conséquence. Le but était simple et urgent, empêcher que l'argent ne disparaisse pendant que l'on cherchait la chaîne de propriété. J'ai appris dans ces heures à faire la part des émotions et des faits. La colère, parfois, me poussait à demander des mesures extrêmes. Cassandra me ramenait à la table avec des billets et une logique implacable. Elle m'a rappelé que les juges n'aiment pas les scénarios dramatiques. Ils aiment les dates, les relevés, les certificats. Si vous leur apportez des preuves solides, ils peuvent agir vite. Si vous leur apportez des impressions, ils vous renverront avec un reproche poli. Alors, nous avons soigneusement placé chaque élément. La première ordonnance est arrivée 2 jours plus tard. Le juge, dans sa décision, a estimé qu'il y avait un risque sérieux que des fonds soient dissipés et a ordonné le gel d'un ensemble d'actifs liés à Fort Collins Investment et au compte personnel au nom de Victoria. Le gel ne signifiait pas qu'on me rendait immédiatement tout l'argent. Il signifiait que les banques devaient bloquer les mouvements, que les titres ne pouvaient être vendus et qu'un officier de justice, un commissaire, serait nommé pour collaborer à l'audit. C'était une victoire prudente. Nous avions freiné l'hémorragie, mais il restait à prouver la chaîne entre les transferts et l'usage personnel. Qu'est-ce que gel des actifs ? Simplement, la banque reçoit l'ordonnance et place des verrous administratifs sur certains comptes ou biens. Le propriétaire ne peut pas transférer, ni retirer, ni vendre tant que le gel est actif ou qu'un tribunal n'en décide autrement. C'est une mesure conservatoire, pas une peine. Elle préserve la valeur pendant l'enquête. Cassandra m'a mis en garde. Cela calme les choses, mais cela attire aussi l'attention. Les gens qui veulent contourner ces mesures sont parfois prêts à prendre des risques. Et l'attention est arrivée vite. Jérémy Klein, l'avocat de Victoria, a contacté Cassandra dans l'heure qui a suivi l'ordonnance. Il a tenté d'obtenir sa mainmise sur la procédure, prétendant un vice de forme. Sa communication était sèche mais professionnelle, comme une lettre bien ficelée. Il a demandé une audience pour lever le gel, ou au moins pour restreindre les biens concernés. C'était une manœuvre attendue. Les avocats cherchent à protéger leurs clients, souvent en attaquant la procédure plutôt que le fond. Cassandra, calme comme toujours, avait déjà prévu cette éventualité. Elle avait ajouté au dossier des preuves supplémentaires, des vérifications bancaires et des correspondances internes qui liaient Fort Collins à des comptes intermédiaires. Elle avait aussi demandé la mise sous scellé de certains documents pour éviter qu'ils ne disparaissent. Michael travaillait en parallèle avec une équipe restreinte de spécialistes en forensic accounting. Il suivait des flux, trouvait des correspondances entre noms de société, adresse postale et numéro de compte. Une société écran mentionnée sur un document menait à une boîte postale dans un quartier d'affaires. Cette boîte postale était liée à un service de domiciliation qui, lui, faisait écran pour plusieurs structures. Ce sont à la fois des découvertes et des impasses. Chaque pas en avant permettait d'ordonner les choses, mais il restait des sauts, des zones grises. Michael expliquait que parfois les preuves viennent d'un maillon faible, un comptable négligent, un tiers qui n'a pas pris assez de garde. Il a commencé à contacter des banques étrangères et des correspondants. Il a aussi confronté des intermédiaires locaux. C'est ainsi qu'il a obtenu une réponse qui allait changer la dynamique. Une banque partenaire avait relevé un transfert suspect vers un compte au nom d'une entreprise appartenant indirectement à Richard Hartwell. Je me souviens de l'instant où Michael m'a appelé pour me livrer cette information. Sa voix était courte. Il y a une correspondance. Je ne peux pas l'affirmer à 100%, mais les chances sont fortes qu'on tienne quelque chose. Il m'a envoyé un PDF avec une série de virements. J'ai regardé les chiffres et j'ai senti, encore, ce vertige qui annonce qu'un monde qu'on croyait immuable commence à craquer. Je n'ai pas vomi ni pleuré. J'ai pris des notes, comme un professeur qui corrige une copie mal faite. Cassandra a demandé immédiatement une audience complémentaire pour élargir le périmètre du gel. Au même moment, elle a émis des lettres de mise en demeure aux parties impliquées et aux banques, appuyées par la copie de l'ordonnance. Ces lettres sont des instruments puissants. Elles mettent en lumière qu'un juge a été saisi et qu'une responsabilité civilement engagée est en jeu. Elles obligent parfois des avocats adverses à se comporter plus prudemment. Jérémy a répondu en menaçant de diffamation et en disant qu'il exigerait des sanctions si des informations confidentielles étaient divulguées. Cassandra, sans animosité, a rétorqué qu'elle se conformerait strictement au cadre judiciaire, mais qu'elle ne laisserait pas des tentatives de diluer la preuve, faire s'envoler les actifs. Entre-temps, j'ai dû gérer ma vie quotidienne, mes cours, mes copies, mes étudiants. L'université a fini par savoir quelque chose, pas les détails, mais suffisamment pour qu'on m'observe. Certains étudiants ont perçu ma distraction. J'ai été obligée de me rendre à des réunions que je ne voulais pas faire. Mais paradoxalement, enseigner m'a aidée.
Corriger des exercices m'offrait des plages de normalité, un type d'exigence rationnelle qui était apaisante dans le chaos. Il y a eu un moment précis qui, à mes yeux, a marqué la bascule. J'ai reçu un appel d'un numéro masqué. Une voix d'homme, pressée, qui parlait doucement au début, puis plus sec. « Monsieur, je travaille pour un partenaire de Fort Collins. Nous avons reçu des ordres qui nous semblaient incohérents. Il y a des documents qui ont été signés sans vérification. Si vous avez un avocat, faites-le contacter notre service. Nous voudrions clarifier. » La voix s'est interrompue. J'ai collé le téléphone à mon oreille, sans bouger. C'était la première fois qu'un circuit interne à Fort Collins semblait craquer. Une porte minuscule venait d'être entrebâillée. La suite a pris la forme d'une réunion organisée par Cassandra. Elle a invité Jérémy, Victoria et un représentant bancaire à assister à une session de médiation sous la menace d'actes plus graves si la transparence n'était pas totale. Jérémy est venu, froid et poli, accompagné d'une Victoria au visage fermé. Face à eux, Cassandra a déroulé les pièces maîtresses. Elle a demandé, calmement, des explications sur la destination des fonds, sur la signature des documents et sur l'identité des bénéficiaires finaux. Elle a mentionné l'existence d'un flux vers Richard et des transferts quadrillés dans la clé USB. Jérémy a tenté de minimiser. Ce sont des opérations d'investissement, a-t-il dit, des dettes professionnelles, des avances remboursables. Mais Cassandra a sorti des relevés qui contenaient des libellés personnels, des factures au nom de personnes physiques, des paiements vers des comptes sans justification commerciale claire. Les documents parlaient d'eux-mêmes. Il y a eu une tension, puis un sursaut. Richard a appelé, mais c'était un message vocal laissé à Victoria qu'on a tous entendu. Sa voix, pressée, disait « Nous devons calmer les choses. J'ai des partenaires qui demandent des garanties. Si la presse s'en mêle, cela peut être grave pour nous tous. » Ce message a été, en quelque sorte, un aveu circonstanciel. Il reconnaissait qu'il existait un risque réputationnel, donc financier. Cassandra a pris le message et l'a fait ajouter au dossier. Ce n'était pas une condamnation, c'était un fragment. Après cette réunion, Jérémy a proposé un compromis, un calendrier de restitution partielle et l'ouverture d'un audit interne à Fort Collins. Cassandra a accepté d'étudier la proposition, mais en conditionnant la discussion à la nomination d'un expert indépendant et à la mise sous séquestre des sommes équivalentes à celles dont il était question. Elle connaissait la langue du compromis. Récupérer des fonds par transaction négociée est souvent plus rapide qu'un long procès. La négociation a duré plusieurs jours, et chaque fois que nous progressions d'un pas, une autre pièce apparaissait ailleurs. Pendant ces jours de tractation, Sophie a pris la décision de témoigner officiellement. Elle est venue à une réunion chez Cassandra, accompagnée de son père, Bobby, le visage marqué par la nervosité et la fatigue. Bobby tenait une chemise propre et parlait avec une sincérité tranquille. Il m'a dit, de manière simple, « Merci, ma fille a fait ce qu'elle pouvait. » Sophie, elle, était petite et déterminée. Elle a raconté comment la serviette était arrivée dans ses mains, comment elle avait hésité, comment elle avait fini par agir par devoir et parce qu'elle avait senti que quelque chose de grave se tramait. Son témoignage, bien que modeste, a eu un poids moral important. Il a montré que la révélation n'était pas le fruit d'une vengeance personnelle, mais d'une observation accidentelle et d'une conscience. L'écho social a commencé à prendre forme. Des rumeurs, d'abord noyées, ont émergé dans certains milieux professionnels. Victoria, qui, jusque-là, avait cultivé une image de professionnelle ambitieuse, a commencé à voir ses partenaires se retirer. Certains contacts nous ont approchés en privé, offrant des informations contre des assurances procédurales. Chaque micro-avancée faisait apparaître l'étendue réelle des opérations, des factures fictives, des paiements à des sociétés qui n'avaient ni employés ni locaux, et dans certains cas, des dépenses qui semblaient clairement personnelles, rénovation, cadeaux, voyages non déclarés comme frais d'entreprise. Le dénouement se joue souvent dans ces zones d'attention. Lorsque les partenaires commerciaux commencent à craindre pour leur réputation ou leurs propres intérêts, ils coopèrent. Richard a subi des pressions de ses propres associés. Un matin, Michael m'a transmis un message vocal qu'il avait récupéré. Richard, cette fois, était laconique et plus calculateur. « Je ne veux pas d'escarmouche publique, disait-il. Je suis prêt à bouger financièrement si vous cessez toute démarche publique. » C'était une tentative d'arraisonner la négociation. Cassandra a répondu par un ultimatum, restitution, audit indépendant et des garanties judiciaires. Elle savait qu'un accord secret ne nous donnerait pas la sécurité que nous recherchions. Finalement, il y a eu un accord partiel. Richard et Victoria ont accepté, via leurs avocats, de placer sous séquestre une partie des fonds repérés pendant que l'audit se déroulait. Ce séquestre était assorti d'une clause. En cas de refus de coopérer ou de dissimulation, la procédure civile reprendrait son cours et la pression serait intensifiée. L'accord prévoyait aussi une restitution initiale de 127 000 $ directement vers nos comptes et l'ouverture immédiate d'un audit étendu. Les autres sommes restaient sous gel ou faisaient l'objet de demandes vers des juridictions étrangères, ce qui compliquait l'accès. Cassandra m'a rappelé qu'il était rare de récupérer l'intégralité des sommes dans ce genre d'affaires, mais qu'une réussite partielle était mieux qu'une interminable procédure sans garantie.
Les conséquences pour Victoria ont d'abord été professionnelles. Elle a été mise à pied par son agence immobilière le temps de l'enquête interne. Sa réputation, jusque-là gérée avec soin, a souffert. Jérémy, pour sa part, a vu une plainte disciplinaire déposée auprès de l'Ordre des avocats pour sa gestion présumée de conflits d'intérêts. Là encore, ce ne sont pas des condamnations. Ce sont des mécanismes professionnels qui parfois suffisent à infliger une peine sociale et à limiter l'exercice d'une activité. Pour Richard, des partenaires lui ont demandé des comptes et certains contrats ont été suspendus. La pression financière et réputationnelle s'est montrée efficace. Pour moi, le processus a eu un coût personnel élevé. Les nuits blanches, l'angoisse de chaque notification, la nécessité de conserver une posture équitable envers une femme que j'avais aimée m'ont usée. Il y a eu des moments de bascule où je me suis demandé si j'avais perdu plus que ce que j'avais récupéré. Mais il y a eu aussi des moments de libération. Je me souviens de la sensation physique quand la première somme a été créditée sur notre compte. Ce n'était pas la joie exubérante, mais un soulagement presque mathématique. L'équation retrouvait une cohérence partielle. C'était la preuve que la procédure, lente et coûteuse, pouvait produire des résultats concrets. L'audit a révélé en plus d'autres éléments qu'aucun d'entre nous n'avait complètement anticipés. Certaines charges avaient été habilement requalifiées comme frais opérationnels alors qu'elles bénéficiaient visiblement à des individus. D'autres transferts menaient à des sociétés situées dans des juridictions qui requièrent une coopération judiciaire plus lente. Michael a travaillé des semaines pour tracer ses flux et a réussi à remonter les fils jusqu'à des comptes domiciliés dans des banques partenaires qui elles-mêmes avaient commencé à coopérer après la pression. La coopération internationale prend du temps, mais les mécanismes existent, et dans ce cas, ils étaient en marche. Au terme d'un an, après des audiences, des rencontres et des négociations, un règlement a été signé. Il n'était pas parfait, loin de là. Une partie des sommes n'a pas pu être rapatriée, faute de visibilité complète sur les bénéficiaires finaux. Certaines factures restaient controversées. Mais une grande partie a été restituée, ou mise aux administrations avec des garanties que nous avons jugées suffisantes. Les conséquences professionnelles pour Victoria se sont ajoutées à des démarches de la part de son ex-employeur. Jérémy a reçu un blâme professionnel et une enquête a été ouverte sur certaines de ses pratiques. Richard a perdu des contrats et a dû renégocier sa place dans certaines sociétés. Ce qui m'a le plus surpris dans toute cette histoire, ce n'était pas seulement la mécanique des transferts, ni l'ingéniosité des montages, c'était la façon dont les relations humaines se distendaient. Certaines amitiés se sont effilochées, des partenaires se sont tus, d'autres, en revanche, sont venus vers moi avec une honnêteté nouvelle. Des collègues qui avaient remarqué quelque chose mais n'avaient pas su l'exprimer, des voisins qui ont apporté des détails d'observation. Et puis, il y avait Sophie, que je voyais parfois lors d'un café, qui me demandait comment j'allais. Elle reprenait le fil de sa vie, travaillait toujours, passait du temps avec son père. J'ai voulu lui rendre quelque chose. Nous avons convenu d'un geste. Une partie du règlement a été affectée à l'aide à Bobby pour des soins médicaux et à une formation pour Sophie si elle le souhaitait. Elle a accepté sans ostentation. Il y a eu des moments d'épreuve que je n'avais pas anticipés. Lors d'une audience, Victoria est venue. Elle avait cet air fatigué et, pour la première fois, une faiblesse devant moi qui n'était ni dramatique ni théâtrale. Je ne me suis pas permis d'humilier. Il n'y avait pas d'envie de vengeance dans mon attitude. J'ai posé des questions directes. J'ai essayé de comprendre la part de responsabilité et la part d'explication. Elle a parlé d'erreurs, d'opportunités, d'un réseau auquel elle avait fini par obéir. Elle a parlé d'une fuite de sens, d'un besoin d'être vue. Je l'ai écoutée sans être naïf. J'ai gardé la distance qui permet de juger équitablement. La justice, finalement, fait aussi ce travail. Elle remet les relations à leur place, sans amplifier la haine, mais sans diluer la vérité. Peu après la fin du procès civil, j'ai rendu visite à ma mère. Nous nous sommes assis sur la terrasse d'un petit café où le soleil tombait doux et j'ai senti que quelque chose d'essentiel devait être partagé. Elle m'a regardée, comme autrefois, comme on regarde une équation qui vient d'être résolue, mais qui coûte cher. « Je t'avais dit de faire attention », a-t-elle dit sans reproche. Sa voix était compréhensive. Je n'ai pas pleuré, mais je me suis détendue d'un cran. J'ai réalisé que son interdiction, ce « ne l'épouse pas », posé comme une règle simple, n'avait pas été une condamnation, mais un avertissement venu d'une vie qui avait appris à repérer les motifs. Elle n'avait pas prédit les détails, elle avait senti un déséquilibre, une direction possible vers l'apparence plutôt que l'essence. Je lui ai parlé de la nuit au Sterling Hawk, de la serviette, de la clé. Je lui ai raconté les jours d'audience et l'étrange manière dont la loi réparait partiellement ce qui avait été brisé. Elle a secoué la tête. La vie met parfois des interventions, des personnes qui tiennent une serviette, des avocats qui comprennent, des gens qui ont la force de dire la vérité. Nous avons ri doucement de l'absurdité de tout cela, et j'ai senti, pour la première fois depuis longtemps, une paix possible. Pas un oubli, mais un apaisement. Pardonner, je l'ai appris, n'est pas effacer.
c'est choisir de ne plus laisser l'élément blessant définir chaque instant restant. La reconstruction a été progressive. Sur le plan financier, nous avons retrouvé une stabilité relative. Restitution, ajustement budgétaire et la certitude d'un avenir recalculé sur des bases nouvelles. J'ai repris mes cours avec une exigence plus douce envers mes étudiants et plus de sévérité envers moi-même. Les mathématiques m'ont servi de métaphore et parfois d'ancrage. Enseigner m'a aidé à retrouver une routine et un sens. J'ai aussi commencé à travailler avec des associations de prévention de la fraude pour offrir des témoignages, non pas comme un expert, mais comme quelqu'un qui a vécu la trahison et qui peut avertir sur les signes. C'était ma manière de donner du sens à ce qui avait failli me détruire. Sur le plan émotionnel, il a fallu apprivoiser la confiance. L'amour que j'avais porté à Victoria n'a pas disparu d'un coup, il a été remodelé. J'ai appris à reconnaître la différence entre l'affection et l'aveuglement, entre la compassion et la naïveté. J'ai rencontré d'autres personnes, oui, mais j'ai pris le temps. Ma mère, qui avait interdit le mariage par prudence, m'a offert plutôt un modèle, celui d'une protection aimante. Nous avons fini par comprendre ensemble qu'une interdiction maternelle n'est pas un jugement mortifère, mais une tentative de préserver. Le rôle de Sophie m'est resté précieux. Elle a reçu une reconnaissance discrète, un soutien pour sa famille et la possibilité d'une formation. Elle a refusé toute médiatisation. Pour elle, l'acte était simple. Elle avait vu quelque chose et n'avait pas détourné le regard. Il y a une morale ici. La bravoure ordinaire n'a pas besoin d'applaudissements. Elle a juste besoin de sécurité. Bobby, quant à lui, a retrouvé une respiration financière qui lui a permis de s'occuper un peu mieux de sa santé. Ces résultats modestes m'ont apporté une consolation réelle. Je ne veux pas que le récit donne l'illusion d'une victoire triomphale et totale. Beaucoup de choses restent imparfaites, des sommes envolées, des questions qui n'ont pas de réponse, des relations détruites. Et la procédure a laissé des traces. L'expérience m'a rendu plus prudent, moins naïf et plus exigeant quant aux indices. Mais elle m'a aussi rendu capable d'un pardon conscient, choisi. Pardonner n'a pas consisté à dire tout va bien, mais à refuser que la colère occupe chaque horizon. En regardant en arrière, je pense souvent à l'image qui a tout déclenché, une simple serviette pliée mise sur une table. L'objet me paraît aujourd'hui comme un symbole de l'attention que nous devons garder. Ma mère avait dit « Méfie-toi de ce que l'on ne montre pas ». Sophie avait rendu visible ce qui était caché. Cassandra et Michael ont transformé cette visibilité en action. Les procédures judiciaires ont donné l'espace pour que la restitution soit possible. C'est le travail coordonné, la rencontre d'éléments modestes et d'institutions qui a permis d'avancer. La dernière scène, pour moi, se joue un soir d'été sur la terrasse d'un petit immeuble où j'ai décidé de refaire ma vie. Les soleils tombent, la ville s'apaise, et j'ai devant moi une table avec un carnet et un café. Je corrige des copies, oui, mais je prends aussi le temps de lire davantage, de voir mes amis, de marcher sans regarder constamment mes notifications. L'expérience m'a appris la valeur de la vigilance, la force de la vérité ordinaire et le don inattendu d'une liberté retrouvée. Si j'avais un conseil à dire à voix haute, ce serait simple. Écoutez les avertissements que vous offre la vie, surtout lorsqu'ils viennent d'une voix qui cherche à vous protéger. Mais écoutez aussi votre raison et cherchez des preuves avant d'accuser. La loi existe pour rétablir l'équilibre, mais elle a besoin de donner et de patience. Et enfin, sachez reconnaître les gestes modestes qui peuvent changer une destinée. Une serviette, une parole, un message. La prudence maternelle m'a peut-être sauvée d'une cécité plus sévère. L'interdiction n'a pas été un refus d'aimer, elle a été une demande de regarder. Je ne prétends pas que ma route soit un modèle, ni que la justice ait réparé toutes les blessures, mais aujourd'hui, je me sens plus libre de choisir avec qui je partage ma vie, et plus fort pour poser des limites. Mon pardon est une décision qui appartient à ma paix intérieure. Il ne gomme pas le passé, mais il l'apprivoise. Victoria et moi avons pris des chemins différents, et pour cela je suis reconnaissant, pour la vérité découverte, pour la main tendue de ceux qui m'ont aidé, et pour la voix claire de ma mère qui, un jour, a dit « Ne les cause pas ». Si cette histoire vous a touché, partagez-la avec quelqu'un qui pourrait en avoir besoin. Abonnez-vous pour d'autres récits où je détaille ce que nous avons appris sur la fraude, la justice et la reconstruction. Et si vous traversez quelque chose de similaire, cherchez des conseils professionnels, un avocat compétent, un enquêteur financier et des proches de confiance. La prudence et la solidarité peuvent parfois faire reculer des plans qui paraissent invincibles.